chiffrage de la ZDF 1102 2026. Nous sommes dans la 4e année et au jour 353 depuis le début de l'inversion totale. Bienvenue à tous pour le rapport de situation. Oui, ce que vous avez vu hier est vraiment impressionnant. Nous avons en effet atteint les 350 membres de la chaîne. Merci beaucoup pour cela, merci beaucoup pour votre soutien. Merci beaucoup de permettre qu'il y ait peu ou pas de publicité externe dans les rapports de situation et de soutenir ainsi la chaîne de cette manière. Dans le rapport d'aujourd'hui, nous voyons différents facteurs, des mouvements de front des deux côtés. Mais nous voyons aussi comment un drone fait exploser toute une maison. Nous constatons aussi des attaques contre des raffineries russes et leurs conséquences, ainsi que les effets du blocage de Starlink. Car la Russie a immédiatement bloqué autre chose, ce qui va nuire énormément à ses propres soldats, et bien d'autres choses encore. Dans la région de Soumy, près du village de Kochakivka, une attaque russe inhabituelle a eu lieu. 10 soldats russes se sont approchés. C'est la toute première fois qu'une telle avancée en motoneige a été documentée en vidéo. Cela avait déjà été rapporté auparavant, mais c'est la première fois, comme je l'ai dit, que cela a été documenté en vidéo. La 71e ukrainienne, la brigade aéroportée rapporte avoir complètement repoussé l'attaque. 4 des assaillants auraient été tués, 6 ont été faits prisonniers. Impossible de vérifier indépendamment la question des prisonniers, je n'ai aucune preuve pour l'instant. L'utilisation de motoneige semble à première vue assez improvisée, mais elle répond à une logique claire du côté russe. En hiver, de tels véhicules augmentent la mobilité sur un terrain enneigé ou difficilement praticable. Ils permettent une approche rapide et des temps de réaction courts. En même temps, ils sont bruyants, offrent peu de protection et rendent les assaillants bien visibles. C'est donc presque la même chose que les attaques à moto que nous voyons toujours en été. Observons la puissance destructrice de certains drones. Ici, un drone kamikaze vole vers une maison où se trouve un soldat russe isolé. Le drone entre, le repère, fonce sur lui et, boum, fait exploser toute la maison. Autrefois, on attachait seulement quelques grammes d'explosifs, par exemple une grenade, au drone. Ici, nous voyons l'effet des drones actuels, capables de faire exploser des maisons entières. Néanmoins, ils restent très demandés et leurs modes d'utilisation deviennent de plus en plus sophistiqués. Ici, par exemple, nous voyons à nouveau un drone ukrainien qui guette au sol près d'une route d'approvisionnement et économise sa batterie, ce qui n'est pas mauvais, surtout en hiver. Lorsqu'un véhicule passe, elle décolle, lance l'attaque et fonce sur sa cible. Cette tactique est employée par Ukrainiens et Russes sur de nombreux fronts, quotidiennement. Il faut attendre, économiser la batterie, puis attaquer. Au lieu de voler dans le ciel et de perdre en portée ou en durée de vol. Comme je l'ai déjà mentionné récemment, les forces russes déplacent de plus en plus leur centre d'intérêt vers la zone à l'ouest de Soledar. Là-bas, ils ont réussi à prendre bon d'année. Depuis lors, ils poursuivent systématiquement leurs attaques dans ce secteur. La raison est évidemment évidente. Sur le secteur de Pokrovsk, le front a récemment connu un net ralentissement. Malgré de lourdes pertes et l'engagement massif de matériel, les troupes russes n'ont pas pu y obtenir de progrès décisifs. En conséquence, ils cherchent maintenant à faire bouger les choses ailleurs et tentent de mettre une nouvelle pression à l'ouest de Soledad. Ce secteur du front est opérationnellement très intéressant, car il peut servir de levier potentiel pour déstabiliser les lignes ukrainiennes ou au moins fixer des forces. Des unités russes avancent là-bas progressivement, souvent par petites vagues d'assaut, soutenues par l'artillerie et des drones. Le schéma est connu, une progression lente. Gagner du terrain dans certains villages. Ensuite, des tentatives immédiates de s'élancer vers la ligne suivante en faisant suivre les forces de réserve, ce qui a très bien fonctionné jusqu'à présent. Les attaques russes restent très prévisibles. C'est un peu dommage que cela ne soit pas traité de cette façon sur la carte de situation, ou que cela ne donne pas l'impression d'avoir été discuté 1 ou 2 semaines auparavant. Plus au sud, nous avions récemment examiné la reconquête de Ternovata. Entre-temps, il existe également une géolocalisation confirmée pour la localité voisine de Pridrochne. Là-bas, dans la partie est de la localité, un drapeau ukrainien a été aperçu, à peu près à la hauteur de la position indiquée. Cela indique fortement que les forces ukrainiennes ont pris le contrôle de la localité. Pour cette petite contre-offensive locale, des forces supplémentaires ont apparemment été mobilisées, la 210e et la 33e. Le régiment d'assaut a été déplacé dans ce secteur pour mener les reconquêtes et stabiliser la ligne. Le 110e également. Le 110e régiment que nous connaissons déjà de la bataille de Basila Novoselska est également engagé là-bas.
Cette concentration et combinaison de forces montrent encore que l'Ukraine veut non seulement reprendre le terrain, mais aussi le sécuriser durablement, justement pour empêcher une nouvelle avancée russe au-delà de Dnepropetria. Mais la situation évolue de manière dynamique. Car un peu plus au sud, nous voyons un autre gain de terrain russe, à l'ouest d'Ouliaïpoulé, tandis que la Russie tente de forcer de nouvelles percées à l'ouest de Soledad. Les Ukrainiens, quant à eux, stabilisent la situation et contre-attaquent plus au sud avec des attaques ciblées. Les deux camps déplacent leurs forces le long du front pour obtenir des avantages locaux. La grande percée n'a pas encore eu lieu. À la place, nous voyons toujours une lutte acharnée pour chaque village, chaque ligne de rivière et chaque crête, où chaque petit gain de terrain doit être immédiatement exploité stratégiquement. Mais comme je l'ai dit, ici à Ouliaïpoulé, la situation est un peu différente, car ici, la 114e, régiment motorisé des Russes, a photographié un drapeau à l'ouest du village de Salisnitse. Nous le connaissons encore depuis la bataille de Bakhmout pendant la guerre contre l'Ukraine, ou le 114e. Régiment de fusiliers motorisés a surtout été déployé dans l'est du pays. Il a participé à de violents combats dans le Donbass, notamment à Bakhmout, en particulier dans les zones de combat urbains, où l'infanterie mécanisée était utilisée pour sécuriser et tenir les territoires conquis, mais aussi pour de nombreuses attaques de type assaut. Comme d'autres unités similaires, ce régiment a subi de lourdes pertes pendant la guerre, a été reconstitué plusieurs fois et partiellement restructuré. Mais malgré cela, ils se sont mieux comportés en termes de ratio perte-gain de terrain que bien d'autres sous-unités russes. Les soldats russes continuent d'utiliser principalement Telegram pour la communication tactique au front après le blocage de Starlink, jusqu'à ce que le Kremlin l'ait maintenant bloqué. C'est remarquable car l'armée russe a développé ses propres applications de messagerie militaire que les soldats pourraient utiliser. Mais ces alternatives sont jugées peu fiables et très compliquées par les soldats. Un blogueur militaire expose le problème très directement. Pour obtenir un smartphone utilisable à des fins de service, on ne peut pas en faire la demande auprès de l'armée. On ne peut pas le mentionner. Le moment met cela en évidence. Turmashvar a été décrit. Lorsque des systèmes tombent en panne, il n'y a souvent pas de solution rapide. En même temps, cela se produit à cause et à travers le blocus du Kremlin. Cependant, comme ces réseaux représentent le moyen de communication central pour de nombreuses unités, les retards et les ralentissements ont un impact direct sur la conduite des combats. À présent, la pression vient de son gouvernement. À cela s'ajoute le fait que les connexions Starlink du côté russe ne fonctionnent plus dans de nombreux cas, car elles ont été placées sur liste blanche ou sont désormais très fortement limitées. Deux outils numériques clés sont simultanément sous pression, Internet par satellite et la messagerie. Mais maintenant, certains blogueurs russes rapportent également que WhatsApp a été bloqué et n'est plus utilisable. Un autre soldat se demande comment ils vont continuer à se battre sans communication. Il demande s'ils devront utiliser des pigeons pour cela. La raffinerie de pétrole russe à Volgograd serait actuellement sous des attaques de drones. L'installation est l'une des plus grandes raffineries du pays avec une capacité annuelle d'environ 14,5 millions de tonnes de pétrole brut. Volgograd se trouve en effet à une distance considérable de la ligne de front, vous le connaissez peut-être encore sous le nom de Stalingrad. Une attaque là-bas montre une nouvelle fois la portée actuelle des opérations de drones ukrainiens. Les raffineries, cibles stratégiques sensibles, sont essentielles à l'approvisionnement en carburant civil et militaire. Chaque panne a un impact direct sur Volgograd et surtout sur les régions environnantes, ainsi que sur la logistique, les transports et, en fin de compte, sur la conduite de la guerre. En cas de frappe, les réparations sont généralement longues et coûteuses. Même des interruptions de production à court terme augmentent la pression économique sur la capacité énergétique russe, qui souffre déjà des attaques répétées. On ne sait pas encore si des dégâts ont été causés ni à quel point. Ce qui est clair, cependant, c'est que les attaques contre les grandes raffineries restent un élément central de la stratégie ukrainienne visant à affaiblir délibérément la base économique de l'effort de guerre russe. Les attaques ukrainiennes ont durement frappé le secteur pétrolier russe en 2025. D'après le secteur de l'assurance, les pertes atteignent environ 1 billion de roubles, soit près de 13 milliards de dollars. Ce n'est pas un dommage symbolique, mais un fardeau économique tangible. C'est difficile et nous devons y réfléchir. Les Ukrainiens n'ont commencé les grandes attaques qu'à la mi-2025 et non pas au début. Les conséquences se reflètent dans les chiffres de production. L'approvisionnement des raffineries en pétrole brut et oléoduc a chuté à son plus bas niveau depuis 15 ans, entraînant aussi une baisse du raffinage.
En pourcentage, les baisses doivent d'abord modérées, autour de 1,5%. Cela représente tout de même des millions de tonnes de capacité de traitement en moins dans un secteur crucial pour le budget de l'État russe. Les dommages dus au risque de terrorisme et de sabotage ont largement dépassé les recettes des primes. Plusieurs grands fournisseurs font état de pertes multiples, ce qui entraîne à nouveau une augmentation des primes d'assurance et, bien sûr, des coûts de plus élevés pour les entreprises. Ainsi, les coûts augmentent également pour le secteur, même si aucun nouvel investissement n'est réalisé, car la couverture devient tout simplement trop coûteuse. Stratégiquement, c'est bien sûr crucial. L'Ukraine ne vise pas seulement les installations militaires, mais de plus en plus aussi la base économique de l'effort de guerre russe. Le secteur pétrolier est en effet l'une des principales sources de revenus de l'État. Chaque sélection, réparation ou hausse de primes d'assurance augmente ainsi la pression financière sur les entreprises ou l'État. Les chiffres montrent que cette stratégie fonctionne. Il ne s'agit pas d'arrêter la production, mais d'augmenter les coûts, de créer de l'incertitude et, sur le long terme, de réduire les revenus. Dans une guerre qui dépend fortement des ressources, car toute guerre est une guerre économique, surtout ici, dans un pays très riche en ressources, c'est un levier central. Merci aux abonnés, membres et à l'équipe des algues, ainsi qu'au lieutenant-colonel Rennecke, Robert Siller, Dietrich Bredy et Meyerhofer. Abonnez-vous, likez, commentez et à bientôt pour la prochaine mise à jour.